Les jeux de cartes, on connaît bien la belote, le poker, c'est un peu universel. Oui. Mais en fait, il y a tout un univers ludique hyper riche et souvent méconnu, celui des jeux de cartes africains. Et c'est là-dessus qu'on s'est penché, en s'appuyant sur notre article pour explorer ce patrimoine culturel. Exactement. L'idée, c'est de découvrir quelques pépites qu'on a analysées dans l'article. Comprendre un peu leurs règles uniques, mais aussi leur histoire, hein. C'est souvent lié au passé colonial, à une forme de résilience aussi. Ah oui, Ces jeux, c'est bien plus que de simples passe-temps, c'est clair. C'est une question d'appropriation culturelle, d'ingéniosité locale. d'accord. Commençons peut-être par le Nigeria, Oui, avec le What. oui. Notre article le présente vraiment comme le jeu national là-bas, omniprésent. Ah oui, le what. Alors que ses origines sont anglaises, c'est ça? Tout à fait. Mais il a été complètement adopté, transformé. Déjà, le paquet de cartes est différent. C'est ça, pas de cœur ou de pique. Non, non. Des symboles, des étoiles, des croix, des cercles. C'est assez unique. Mais le truc, c'est surtout les cartes spéciales qui rendent le jeu électrique. Comme quoi, par exemple? Ben, le pick-two, le pick-three, ça t'oublie à piocher et surtout ça peut s'accumuler. T'imagines? Ah oui, ça doit vite monter. Ça peut devenir la folie autour de la table. Ouais. Et il y a aussi le General Market, une carte qui oblige tout le monde à piocher en même temps. Incroyable. Ça doit créer des retournements de situation assez dingues. Carrément. C'est un super exemple de comment une culture peut s'approprier un truc extérieur pour en faire un marqueur fort, quoi. Comme on le souligne dans notre article. Tout à fait, c'est une forme d'ingéniosité culturelle, vraiment. Et cette ingéniosité, on la retrouve aussi ailleurs, par exemple au Niger, avec la gramme. Ah oui, la gramme. Alors ça, d'après ce qu'on a vu, c'est né de la débrouillardise, jouée souvent avec des jeux de cartes incomplets. C'est ça, et avec une règle centrale, mais radicale. Laquelle? Seul le dernier pli compte pour la victoire, sur les 6 plis d'une manche. Attends, les 5 premiers ne servent à rien. Enfin, si, mais Ils servent à préparer ce dernier pli, voilà. Mais pour les points, seul le 6e compte. c'est presque cruel comme règle. Mais ça crée une tension incroyable. Toute la stratégie, elle est focalisée là-dessus. Garder les bonnes cartes, bluffer, anticiper. C'est minimaliste, mais hyper intense. On imagine bien l'ambiance. L'article évoque les bergers peuls jouant autour du feu. Ça doit être quelque chose. Exactement. Bon, changeons complètement d'ambiance. Direction le Maroc avec la ronda. Là, on est plus dans l'effervescence des cafés, non? Ah oui, tout à fait. L'ambiance des cafés marocains, décrite dans notre article d'ailleurs. Avec les cartes espagnoles, les coupes, les épées, les bâtons, Et les fameuses exclamations. oui, ronda, tringa. Le jeu en lui-même, c'est un système de pêche. Il faut capturer des cartes sur la table en faisant des paires. Simple en apparence? Relativement. Mais tout le sel du jeu, ce sont les annonces. Si tu as une paire en main, tu annonces ronda. Un brelan, c'est tringa, et ça rapporte des points bonus. D'accord. Du coup, c'est très social. Ça mélange calcul, bluff, convivialité, souvent autour d'un thé à la menthe. C'est presque un rituel. Un vrai rituel social, ouais. Et puis, il y a des jeux où la dimension historique est encore plus forte, encore plus prégnante. On pense au Klauerjas en Afrique du Sud. Notre article insiste beaucoup là-dessus. Absolument, le Klauerjas. C'est un jeu d'origine néerlandaise, mais il est devenu tellement plus qu'un jeu pour la communauté métisse du Cap. Surtout pendant l'apartheid. Ah, bon, comment ça? C'était d'abord un espace de sociabilité important, préservé. Mais c'était aussi un symbole de résistance. Un symbole de résistance, un jeu de cartes, comment? Oui, oui. Des tournois de Klauerjas étaient organisés, par exemple, pour financer des campagnes anti-apartheid. C'est documenté. Incroyable! Et même sur Robben Island, là où Mandela et d'autres étaient emprisonnés, jouer au Klauerjas, c'était un acte de défi. Une manière de maintenir son humanité face à l'oppression. C'est vraiment un pilier identitaire très très fort. C'est puissant, c'est fou de voir ça. Du coup, si on résume un peu, entre le oud nigérien qui est adapté, la gramme avec sa règle unique, la ronda très sociale et le Klauer Jazz carrément historique, on voit une diversité et une richesse incroyables. Exactement. Ces jeux sont de vrais miroirs culturels en fait. C'est ce qui ressort de notre article. C'est ça le fil conducteur, je crois. Cette capacité à prendre des éléments extérieurs, les cartes elles-mêmes, parfois des jeux importés, et à les réinventer complètement, pour en faire des expressions authentiques de la culture locale. En intégrant l'histoire, les valeurs, Mhm. les sociabilités propres à chaque communauté,
C'est une forme de réinvention permanente, hein. Je sais. Une belle leçon de créativité et d'adaptation finalement. Cette exploration, basée sur notre article, elle montre vraiment la vitalité et la profondeur de ce patrimoine ludique africain. On est loin des clichés. Tout à fait. Et ça invite peut-être à une petite réflexion pour finir. Je t'écoute, Sam. Comment cet esprit d'adaptation, tu vois, cette capacité à transformer un simple jeu en symbole social, voire politique, comment ça pourrait nous inspirer aujourd'hui? Hmm. Le jeu comme outil pour tisser du lien, affirmer une identité, peut-être même faire face à l'adversité. C'est une piste intéressante, non? À méditer.